Bonsoir Elisabeth Borne. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Info. Ancienne Première ministre, députée EPR du Calvados, vous publiez Réveillons-nous, appel à un large rassemblement républicain et démocrate chez Robert Laffont. On va en parler. Évidemment, on a beaucoup de questions à vous poser sur l'actualité du moment. Mais d'abord, à 19h33, c'est l'heure de notre séquence Vrai ou Faux du soir avec Luc Brisson qui nous a rejoint. Bonsoir Luc. Bonsoir. Vous revenez ce soir sur un chiffre qui a été avancé ce matin par le député RN Jean-Philippe Tanguy, qui explique que les plaintes pour violences sexuelles sur mineurs sont très souvent classées sans suite. Vous avez un classement des dossiers qui peut varier de 50 à 84%. Je ne sais pas si on se rend compte, 84% des dossiers, vous emmenez votre enfant qui a subi et qui veut témoigner, qui a le courage de témoigner des violences qu'il a subies. Il témoigne et cet enfant, la parole de cet enfant n'est pas crue ou est classée sans suite. 50 à 84% de dossiers classés sans suite. On a pu vérifier ce chiffre. Oui, alors ce chiffre, il est vrai, puisqu'il figure, regardez, dans ce rapport de 2023 de la Civise, c'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Regardez, la part des affaires classées sans suite varie entre 50 et 84%. Alors classées sans suite, ça veut dire que le procureur estime qu'il n'y a pas assez d'éléments pour aller jusqu'au procès. Alors pourquoi ces affaires sont classées sans suite? Dans ce même rapport de la Civise, on apprend que les violences sexuelles sur mineurs sont classées sans suite dans 66% des cas pour infraction insuffisamment caractérisée. Ça veut dire quand les preuves sont jugées insuffisantes pour continuer la procédure. Et ce chiffre, il est beaucoup plus élevé que dans les autres domaines. Regardez, pour l'ensemble des affaires pénales à droite, c'est 22%, et dans les affaires d'atteinte à la personne, donc c'est par exemple les violences, les agressions en général, c'est 53% des classements sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Donc, ce qu'on constate, c'est que les violences sexuelles sur mineurs, elles sont plus souvent classées sans suite pour absence de preuves que les autres affaires. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est plus dur de trouver des preuves dans ces affaires de violences sexuelles, ou est-ce qu'on ne prend pas le temps d'essayer de les trouver? C'est un petit peu tout en même temps. On a discuté avec des magistrats, avec des psychiatres spécialisés des violences sexuelles sur mineurs, et ils ont tous le même constat. Les enquêtes sont souvent insuffisantes par manque de délai, par manque d'effectifs. Les délais d'audition des mineurs sont trop longs. Et puis il y a aussi un autre aspect qui revient souvent quand on discute avec ces spécialistes, c'est que les policiers et gendarmes ne sont pas assez formés pour recueillir la parole des mineurs. Je vous donne un exemple. Il y a un protocole qui existe qui s'appelle le NICHD. Le protocole NICHD, c'est une méthode pour recueillir la parole des mineurs. Et en 2024, un peu plus de 4000 policiers et gendarmes, si on fait l'addition, avaient été formés à ce fameux protocole. C'est sûrement un petit peu plus aujourd'hui parce que ces chiffres datent de 2024. Mais selon les spécialistes avec qui on a échangé, ce chiffre est toujours trop faible, parce que si on veut moins de dossiers classés sans suite, il faut que les agents qui prennent les plaintes soient formés correctement à ce recueil de plaintes. Merci beaucoup, Luc Brisson. Je rappelle le rendez-vous hebdomadaire avec toute l'équipe de Vrai ou Faux. Tous les samedis à midi et tous les dimanches à 20h. Merci beaucoup, Luc. Elisabeth Borne, comment vous réagissez à ce chiffre? Entre 50 et 84% des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs classées sans suite aujourd'hui dans notre pays. Est-ce que ça explique également, et on va parler de l'affaire Liana évidemment, mais est-ce que ça explique ce climat de colère et d'incompréhension qu'il y a aujourd'hui par rapport au traitement des violences sexuelles? Alors, je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait qu'il faut faire mieux sur le traitement des violences sexuelles, en particulier sur les mineurs. C'est pour ça qu'il devait y avoir un plan de formation des policiers et des gendarmes. Vous avez cité des chiffres. Évidemment, on devrait être au-dessus de ces chiffres dans la formation des policiers et gendarmes. C'est pour ça qu'on a créé des unités d'accueil pédiatrique enfants en danger. Et en l'occurrence, la jeune fille dont la plainte a été déposée au mois d'août a bien été accueillie dans une unité de ce type qui permet d'avoir des psychologues, des médecins, des enquêteurs dans une même structure, plutôt que de devoir faire répéter plusieurs fois à l'enfant, et d'avoir aussi une capacité à recueillir la parole de l'enfant dans les meilleures conditions. Donc il n'y a pas de doute sur le fait qu'il faut faire mieux. C'est ce qui a été engagé.
malheureusement, on voit qu'il reste du chemin. Il y a le recueil de la parole et puis il y a l'enquête. Et on voit évidemment que c'est ça qui pose question dans l'affaire terrible de la mort de la petite Liana, alors qu'il y avait eu des alertes sur le principal suspect, notamment donc celle de Rosa, cette petite fille dont vous avez parlé. L'avocat des parents a annoncé aujourd'hui qu'il voulait attaquer l'État pour faute lourde. L'avocat des parents de Liana également a pris la parole pour mettre en cause l'État. On voudrait vous entendre là-dessus. D'abord, on va l'écouter, cet avocat. Par ma voix, cette famille endeuillée souhaite envisager les véritables responsabilités, celles des moyens qu'on accorde à la justice et à leur efficacité. Car oui, Monsieur le Président, c'est le vrai cœur du problème. Il y a des centaines de plaintes depuis 2025 pour viol ou agression sexuelle au parquet d'Auch et seulement un procureur pour les traiter. Vous trouvez ça sérieux ? Attribuer la responsabilité de ce drame à l'institution judiciaire serait un non-sens absolu. Et cela serait se tromper de responsable. Nous ne voulons pas de loi ou de réforme. Nous ne voulons pas de récupération. Juste des moyens et l'efficacité de ces moyens. La robe que je porte me hurle de vous demander plus de moyens. Que chacun prenne ses responsabilités, y compris au plus haut sommet de l'État, et qu'on ne s'y trompe pas. Combien faudrait-il de Liana pour que nous soyons enfin entendus ? Est-ce que l'État est responsable dans cette affaire Elisabeth Borne? Est-ce qu'il y a des responsabilités? Alors, d'abord, on est face à un drame effroyable. Et moi, j'ai d'abord une pensée pour la famille, pour les proches de Liana. Ensuite, une enquête administrative a été demandée par le garde des Sceaux, par le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Éducation nationale. Parce qu'ils ont des bonnes raisons de penser qu'il y a eu des dysfonctionnements. Donc je pense que sur ce drame en particulier, il serait prudent d'attendre les conclusions de cette enquête pour comprendre comment on peut avoir une situation aussi absurde que, effectivement, une plainte déposée au mois d'août et un suspect qui n'a pas été entendu. Donc je pense que sur cette affaire en particulier, attendons les conclusions de l'enquête administrative qui a été lancée. À quoi imputez-vous cette espèce d'emballement ? C'est-à-dire qu'on a les magistrats qui montent au créneau tout de suite en disant qu'on fait la chasse aux magistrats et que c'est une histoire de moyens. On entend des ministres donner leur avis sur le côté incurable ou non de la castration chimique. Qu'est-ce qui se passe ? Dans votre livre, à un moment donné, vous redoutez, je vous cite, la surenchère de propositions démagogiques qui pourraient surgir à l'occasion d'une campagne électorale. Est-ce que vous pensez qu'on a déjà une classe politique qui est affolée par la campagne et qu'elle est obligée de taper vite, fort, de manière à marquer l'opinion et que ça ouvre la porte à un certain nombre de dérives ? Écoutez, je pense qu'il y a une forte émotion dans le pays que chacun ressent, que chacun peut éprouver face au drame qui s'est produit. Pour autant, je pense qu'il est raisonnable d'attendre d'avoir des faits avant de se prononcer sur les conséquences à tirer, les dysfonctionnements que révèle ce drame. Mais en l'occurrence, vous l'avez dit, il y a un fait qui est établi, c'est qu'il y a une petite fille de 11 ans qui a porté plainte pour des viols, qu'elle a été entendue, que des experts ont jugé qu'elle présentait des lésions qui étaient compatibles avec ces viols. Ça, ce sont des éléments matériels. Pour autant, pendant 9 mois, le suspect n'a pas été entendu. Ça, ce sont des faits. Ce sont des faits qu'on peut imputer à un manque de moyens de la justice. Et moi, je suis la première à penser que notre justice manque de moyens. Ce n'est pas pour rien qu'on a voté une loi de programmation du ministère de la Justice pour augmenter de 50% les moyens de la justice d'ici l'année prochaine. Donc oui, il faut plus de moyens et on sait qu'on est absolument sous-doté par rapport aux autres pays. Donc quand Emmanuel Macron a dit dès ce week-end, pardon, je vous laisse reprendre après, mais quand Emmanuel Macron a dit dès ce week-end, je ne veux pas entendre parler d'une histoire de moyens dans cette affaire, il a parlé trop vite ? Non, je pense qu'il parle... Il est clair qu'on manque de moyens à la justice et je vous dis, le président de la République a souhaité qu'on augmente de 50% les moyens de la justice. Ça ne s'était jamais fait auparavant. Mais pour autant, dans ce drame particulier, le fait que le suspect n'ait pas été entendu alors que la plainte était claire, alors que les expertises médicales et psychologiques étaient dans le dossier, ça révèle des dysfonctionnements qui ne sont pas simplement imputables à un manque de moyens du ministère de la Justice.
Des dysfonctionnements qui peuvent être individuels. Qui peuvent être individuels. On Je pense attendra que le résultat des c'est enquêtes. le résultat de l'enquête qui permettra de le dire. Mais est-ce qu'il y a de pas fortes raisons de le penser. Est-ce qu'il n'y a pas également, vous avez été Première ministre, vous connaissez la question de la responsabilité politique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité politique quand Gérald Darmanin dit « je prendrai mes responsabilités et je prendrai des sanctions éventuellement contre les magistrats », est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité politique qui peut être attendue par les Français ? Enfin, vous voyez, si... Il y en a qui appellent à la démission de Gérald Darmanin. Oui, mais mais on peut aussi effectivement précipiter les conséquences à tirer d'un drame dont on n'a pas aujourd'hui les éléments pour comprendre. Enfin, comment peut-on en effet avoir une plainte déposée au mois d'août et comment se fait-il que les magistrats n'ont pas entendu, les enquêteurs n'ont pas entendu le suspect ? Enfin, vous avouerez que ça n'est pas un fonctionnement normal de la justice. Quand on pointe la nécessité d'une enquête administrative et de comprendre les dysfonctionnements qui sont intervenus, en l'occurrence dans le parquet de Auch, je crois qu'il y a de bonnes raisons de penser qu'il y a des dysfonctionnements. Vous considérez que ça tourne un peu au règlement de compte politique ou que c'est le jeu sain de la démocratie ? L'avocat des parents de cette petite fille qui s'adresse directement au président. Enfin, comment vous qualifiez le climat dans tout ça ? Je pense que le climat est inquiétant quand on voit qu'on s'emballe effectivement à tirer des conséquences sans avoir les faits. Je pense qu'il y a un drame épouvantable et on imagine la détresse de la famille dont la petite fille a été tuée par ce suspect et probablement violée. Mais pour autant, je pense que sur les conséquences à en tirer, il faut poursuivre le renforcement des moyens du ministère de la Justice, il faut poursuivre la modernisation des outils du ministère de la Justice. Et s'il y a des dysfonctionnements, des défaillances, évidemment, il faut sanctionner les magistrats. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème systémique qui explique cette colère que l'on voit aujourd'hui chez de nombreux Français? Combien de Français ont dans leur entourage quelqu'un qui a été concerné ou dont l'enfant a été concerné par des violences sexuelles et qui attendent pendant des mois d'avoir des nouvelles de l'enquête? Combien d'exemples d'individus suspectés et qui sont laissés dans la nature? Ça révolte profondément les gens. Je pense que ça met à jour ou ça met en lumière un fonctionnement de la justice qui n'est pas satisfaisant et qui, pour le coup, renvoie certainement au manque de moyens qu'on s'efforce de compenser avec, je vous dis, 50% d'augmentation de moyens. Malheureusement, vous voyez, on ne peut pas doubler le nombre de magistrats du jour au lendemain. Chacun peut comprendre qu'on ne peut pas recruter massivement des magistrats du jour au lendemain. La démarche, elle est engagée. Des nouvelles voies d'accès ont été ouvertes pour recruter plus vite des magistrats. Il faut voir la situation dans laquelle était notre justice ces dernières années. Et je pense qu'on a effectivement à renforcer les moyens, à continuer à renforcer les moyens de la justice, à continuer à moderniser les outils, parce que la situation n'est clairement pas acceptable pour toutes les personnes qui sont notamment, tous les enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Sur la question de la récidive, vous avez entendu le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, dire hier soir qu'il pense à titre personnel que les pédocriminels sont incurables. Qu'en pensez-vous ? Oui, je pense que voilà, de façon générale, évitons de porter des jugements généraux sur les pédocriminels ou sur les affaires en général d'agressions sexuelles. On sait très bien que parmi les agressions sexuelles, la majorité se fait dans le milieu familial. Donc dans ce cas-là, on n'a pas affaire à des pédocriminels potentiellement récidivistes. C'est le cadre de la majorité des agressions sexuelles sur enfants. Mais vous savez que ce qui indigne beaucoup les Français aussi, c'est un pédocriminel qui va être libéré de prison et qui va récidiver sur des enfants ou sur des adultes d'ailleurs, juste après sa sortie de prison. Et que les gens voient ça et ils se disent « mais c'est pas possible, on peut pas laisser faire ça ». Qu'il faille continuer à améliorer notre réponse face à des drames de ce type et face aux agressions sexuelles sur des femmes, sur des enfants, j'ai pas de doute. Et donc, il faut poursuivre ce travail. Il y a une loi intégrale qui a été proposée, co-signée par une centaine de députés. Je pense qu'on doit continuer à avancer sur le sujet. Il y a une loi sur la protection de l'enfance qui a été proposée par le gouvernement. Je pense qu'on est encore loin du compte sur une parole qui
heureusement, se libèrent sur ces problèmes. Et vous voyez, vous avez mentionné les problèmes d'agression sexuelle dans le périscolaire à Paris. Je pense qu'on a effectivement à mieux prendre en compte cette parole qui, heureusement, se libère, mais qui appelle des réponses très fermes de la part du gouvernement et de la part de l'institution judiciaire. Votre titre, c'est Réveillons-nous. Quelque chose qui nous a réveillés là récemment, c'est le rapport du corps sur les retraites, sujet que vous avez amplement connu, géré et subi, si j'ose dire. Vous dites clairement que tous ceux qui nous promettront des choses impossibles nous mentiront. Est-ce que vous pensez qu'on peut être élu, parce qu'on en parlait tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'on peut être élu en proposant les choses qui sont envisagées par le corps pour qu'on s'en sorte, vu le rapport actif-inactif, pour faire simple? Oui, enfin, je pense que le corps fait des projections à 2070, donc c'est peut-être pas notre sujet du moment. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là dans la précédente demi-heure, que le Conseil d'orientation des retraites va publier donc jeudi un rapport dans lequel il expliquerait que si on veut retrouver l'équilibre à l'horizon 2070, la réforme des retraites, en agissant que sur l'âge légal, il faudrait le repousser à 67 ans. Donc, je pense que on ne va pas forcément se projeter sur 2070, mais il n'y a pas de doute. On sait qu'il y a plus de retraités et que du coup, le nombre d'actifs pour financer les pensions par retraité ne cesse de baisser. Et par ailleurs, l'espérance de vie s'allonge. Donc ceux qui laissent croire qu'il ne faudra pas, pour ceux qui le peuvent, c'est-à-dire qui n'ont pas eu des métiers pénibles, qui ne sont pas victimes d'usure professionnelle, qu'il ne faudra pas travailler plus longtemps, ne disent pas la vérité aux Français. Ceux qui disent que l'âge légal, c'est un faux combat et que c'est pas ça le problème, comme Gabriel Attal, est-ce que vous pensez qu'effectivement c'est un faux problème ou c'est simplement une façon d'esquiver cette espèce d'âge, ou Jordan Bardella d'ailleurs, d'esquiver la vraie problématique en disant, comme Édouard Philippe nous l'a dit il y a longtemps, 67 ans, est-ce que ça tient debout? Vous savez, on peut discuter de façon très détendue d'un système de retraite, inventer d'autres systèmes de retraite, et nous avions porté un système universel auquel je crois. Tout va bien jusqu'au moment où vous parlez de la façon dont vous allez assurer l'équilibre du système. Et pour assurer l'équilibre du système, à la fin, il faut avoir des leviers qui font que les gens travaillent un peu plus longtemps, en tout cas pour ceux qui le peuvent. Vous pouvez agir sur la durée de cotisation et vous pouvez agir sur l'âge de départ. L'expérience qui est la mienne, c'est que quand vous regardez, c'était le cas dans la réforme que nous avons portée avec Olivier Dussopt en 2023, si vous voulez répartir le plus également l'effort entre les différents Français, vous avez à jouer des deux. Et si vous jouez uniquement sur la durée de cotisation sans avoir un âge de départ qui peut être moins rigide que dans le système actuel, qui pourrait fonctionner de la même façon que la durée de cotisation sur un système de décote sur cote. C'était l'âge d'équilibre dont avait parlé Édouard Philippe dans la première réforme qu'il avait portée dans le premier quinquennat. Mais donc, vous pouvez sans doute assouplir cette notion d'âge légal. Mais en tout cas, ce sont deux paramètres sur lesquels on doit agir pour équilibrer le système de retraite. Et je ne crois pas non plus qu'on puisse dire aux Français, vous partez quand vous voulez, quitte à avoir une très petite pension, parce que nous sommes dans un pays qui peut avoir la fierté de bénéficier d'un minimum vieillesse de plus de 1 000 € par mois. Donc on ne peut pas dire chacun fait ce qui lui plaît, part avec 500 € et la collectivité complète votre retraite à hauteur de 1 000 €. Quand vous regardez les différentes propositions des différents candidats, et il y en a un certain nombre évidemment, vous vous sentez... Alors j'ai du mal à comprendre la proposition du Rassemblement national, je dois dire. Il y en a deux. C'est ça. Évidemment, il y a celle de Marine Le Pen qui dit plutôt on reste à 62, voire on revient à 60. Et il y a Jordan Bardella qui dit on va peut-être supprimer l'âge légal de départ à la retraite. Bon, cette ligne, elle sera probablement tranchée le 7 juillet quand on connaîtra le candidat du RN. Ceci dit, même dans votre famille, Elisabeth Borne, dans le bloc central, c'est pas tout à fait clair entre Gabriel Attal et Édouard Philippe. C'est pas la même histoire. Duquel vous vous sentez la plus proche sur cette réforme des retraites? Vous savez, moi je le dis dans le livre, je pense que les deux systèmes peuvent fonctionner. Je pense que le système universel avait l'avantage de proposer le même mode de calcul pour tous les travailleurs, puisque c'était pour les fonctionnaires, pour les salariés, pour les indépendants.
avec l'inconvénient que les systèmes de rémunération ne sont pas les mêmes. Donc ça veut dire qu'on doit travailler en amont pour harmoniser les modes de rémunération. Mais c'est sûr qu'on arrive ensuite à un système plus juste et peut-être plus lisible pour les Français. Voilà, mais c'est une réforme importante et on se souvient qu'il y avait des centaines de milliers de personnes dans la rue, de longues grèves dans nos services publics qui étaient concernés par cette réforme. Et on a par ailleurs la possibilité d'améliorer le système actuel. Moi, je le dis dans le livre, à la fin, je crois qu'on peut se dire que ce sujet est tellement épidermique quand un gouvernement s'en saisit, alors qu'on voit que les partenaires sociaux arrivent à gérer le système de retraite complémentaire et que ça se passe correctement, de façon très apaisée. Vous êtes plutôt favorable? Moi, je suis favorable à confier aux partenaires sociaux la gestion de ce système de retraite. Mais ce système universel, qui le porte aujourd'hui? Qui a le courage de le porter dans les prétendants? Le système universel est proposé par Gabriel Attal. Moi, je vous dis, on peut rouvrir ce chantier qui a été compliqué dans le premier quinquennat, qui présente certainement des avantages à terme, mais qui passe par une phase où chacun peut s'interroger, et notamment, c'était le cas des agents publics, sur la façon dont leur retraite sera préservée. Comment vous jugez la multiplication de candidatures? Il n'y a pas un jour, ce matin, on a appris que M. Karim Bouamran envisageait d'être candidat. Alors, je sais qu'il est au Parti Socialiste, enfin, dans une partie du Parti Socialiste. Comment vous voyez ça, y compris dans ce qui fut ou est votre camp ou votre écosystème? On se demande si Gérald Darmanin ne va pas y aller. On se demande si... Enfin, Édouard Philippe, on attend qu'il... on le sait, voilà. Gabriel Attal a tout fait comme si... Enfin, pas comme si pour l'être. On a l'impression qu'on va marcher... Michel Barnier se prépare. Oui, ça fait beaucoup, non? Moi, je pense que ce qu'on peut observer, c'est qu'on a finalement LFI et le Rassemblement national. Vous en parlez en disant, en gros, on veut pas être condamné à avoir ce choix-là. Voilà, donc ça suppose qu'on se rassemble. On se réveille comment alors là-dessus? L'objet du livre. Et je pense que la première chose à faire, c'est déjà de proposer, de mettre sur la table des propositions qui puissent redonner de l'espoir à nos concitoyens. Ça va être fait quand? Et le comité de liaison, il ne marche pas là. Il y a normalement un comité de liaison entre les différentes familles, Modem, Renaissance, Horizon et tout, qui devrait travailler sur une base programmatique. On n'a pas l'impression que ça roule. C'est pour ça que moi je fais le choix de mettre des idées sur la table et d'appeler tous ceux qui pensent que c'est important d'avoir un projet, de répondre aux préoccupations des Français sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur l'immigration. Et vous les appelez, ce qui vous rappelle? Écoutez, on est un certain nombre à se rassembler et j'espère qu'on va pouvoir travailler avec un maximum de partenaires au sein, évidemment, du bloc central, de la droite modérée, de la gauche réformiste, pour travailler non pas sur des candidatures individuelles, mais sur un projet qui puisse rassembler les Français. Vous êtes toujours à Renaissance? Vous avez quitté la direction, mais vous êtes toujours à Renaissance? Je suis toujours adhérente de Renaissance, oui, je vous confirme. Et vous avez donc un candidat naturel. Normalement, c'est Gabriel Attal. Le projet, puisque vous voulez parler de projet, il ne vous convient pas? Ce que je vous dis, c'est que moi, je ne vais pas me prononcer sur des personnes. Je pense que c'est important qu'on mette un certain nombre de sujets qui me paraissent essentiels. Vous voyez, je note qu'on parle très peu à notre jeunesse. Je pense que c'est... Enfin, quand on s'engage en politique, on s'engage d'abord pour proposer... Il n'y a pas de programme pour l'instant chez personne. Hein. Je pense que le programme n'est pas encore là. Il est temps de le bâtir ensemble. Oui. Quand est-ce que... Alors, je sais que l'incarnation, c'est secondaire, mais enfin, sur la présidentielle, on peut avoir des doutes. Quand est-ce que vous considérez qu'il va falloir savoir qui porte ce projet? Moi, après, vous l'ayez fait, d'accord? Vous voyez, moi, je pense que... Je pense Jean-Luc Mélenchon et du côté du Rassemblement national, on est prêt. Voilà. Vous dites sans arrêt que vous refusez d'être confronté à ce choix-là. Si vous voulez vous réveiller... et que les choses se réveillent, il faut bien qu'il y ait un moment donné, ça sera les sondages, ça sera quoi? Moi, vous aurez noté que ça n'est pas moi qui me suis lancé dans la course à la présidentielle. Non, mais du coup, je pense simplement que si le rassemblement doit intervenir le plus tôt possible et que chacun doit peut-être être moins dans l'idée qu'on cherche un homme providentiel et plus dans l'idée qu'on cherche un projet qui réponde aux défis qui sont considérables
auxquels on doit faire face, compte tenu d'une situation internationale que chacun a bien en tête, compte tenu des nombreuses crises qui se succèdent et compte tenu des défis qu'on a dans notre pays. La candidature de notamment Gabriel... un modèle social qui s'essouffle. La candidature de Gabriel Attal, elle empêche le rassemblement? C'est ça que vous lui reprochez? Non, je dis simplement qu'à un moment donné, chacun est légitime à avoir des ambitions, mais qu'il faut aussi se poser la question de la façon dont on peut avoir un représentant en dehors des extrêmes qui soit au second tour de l'élection présidentielle. Vous voyez que ça a marché, qu'il y aura le miracle de novembre? Écoutez, moi j'espère qu'il y aura une prise de conscience. Moi je ne me résous pas à ce qu'on ait dans notre pays un deuxième tour entre le LFI et le Rassemblement national. Une femme présidente de la République, il faudrait attendre 2070, Elisabeth Borne? Peut-être. Vous voyez, je pense que peut-être que les femmes... Vous voulez être candidate? C'est pas mais mon pas en projet. 2070, voyez, hein. c'est pas à 2070 certainement. Non, mais c'est pas mon projet. Mais vous voyez, je pense qu'à un moment donné, plutôt que des aventures personnelles et des logiques individuelles, je pense que notre pays a besoin qu'on puisse mettre des propositions sur la table qui soient de nature à convaincre les Français, qui redonnent de l'espoir aux Français. Donc, le prochain meeting, vous irez? Parce que celui de Gabriel Attal, vous avez été d'une discrétion folle. Non, je ne vais pas aux différents meetings, mais la structure que j'ai créée, Bâtissons Ensemble, est présente à ces différents meetings, que ce soit celui de Gabriel Attal, de Raphaël Glucksmann ou d'Édouard Philippe. Et la candidature d'une femme, elle serait plus de nature à pouvoir rassembler? On vous entend ce matin, on entendait ce matin Yaël Braun-Pivet. On sent que vous êtes moins encline à avancer vos candidatures personnelles. Vous vous présentez davantage comme une volonté de rassemblement. Ça pourrait incarner une autre voie possible pour 2027. Vous savez, je pense en tout cas que sans doute on ne fait pas exactement de la politique de la même façon. Et que peut-être on est moins dans les jeux personnels et les jeux d'ego et qu'on est plus soucieuse de porter des idées, de permettre à notre pays de se rassembler sur un projet. Merci beaucoup, Elisabeth Borne, d'avoir été notre invitée. On rappelle le titre de votre ouvrage, Réveillons-nous, aux éditions Robert Laffont. Merci d'avoir été notre invitée ce soir. Merci Nathalie. On se retrouve demain sur France Info. Excellente soirée avec nous. Les informés tout de suite.